Ce système de type catapulte sur la Lune pourrait nous apporter une énergie illimitée? Ce concept pour un système de lancement a récemment été proposé par des scientifiques chinois. Ça fonctionnerait comme un lancer de marteau avec un bras de lancement qui projette des objets. Ce bras est censé mesurer environ 50 mètres de long. Il produira une accélération jusqu'à la vitesse de libération de la Lune et hop, la capsule sera envoyée dans l'espace. Cette idée folle coûtera environ 18 milliards de dollars. Ouf, c'est cher, mais croyez-moi, ça en vaudra vraiment la peine. Ce système fonctionnera à l'énergie solaire et nucléaire. Il pourra également récupérer plus de 70% de l'énergie utilisée par chaque lancement. La Lune a une gravité très faible. Son atmosphère est également très ténue, donc l'air ne ralentit pas les choses. Cela rend ce genre d'opération beaucoup plus facile. Mais quel est le but de tout ça? L'objectif principal est de transporter de l'hélium-3. C'est un isotope de l'hélium vraiment fascinant. Et l'une des choses les plus incroyables à son sujet est qu'il pourrait devenir un nouveau carburant pour la fusion nucléaire, soit le même processus qui se produit dans les étoiles, y compris notre Soleil. Si nous parvenions à recréer cette fusion stellaire sur Terre, nous pourrions disposer d'une source d'énergie propre et pratiquement illimitée pour nos centrales électriques. Mais l'hélium-3 est extrêmement rare sur Terre. On peut parfois en trouver dans les formations rocheuses volcaniques au fond de l'océan. Cela s'explique par le fait qu'il est issu d'un autre élément rare qui porte le nom de tritium, un élément que nous produisons généralement dans les réacteurs nucléaires et que nous utilisons pour des trucs cool, par exemple la peinture phosphorescente. Cependant, l'inconvénient du tritium est qu'il met une éternité à se désintégrer et à se transformer en hélium-3. Cependant, il y a une quantité considérable d'hélium-3 sur la Lune, environ 1 million de tonnes. Seulement 20 tonnes d'hélium-3 pourraient me suffire aux besoins annuels en électricité de la Chine. En fait, le sol lunaire contient suffisamment d'hélium-3 pour alimenter la planète entière pendant plus de 1000 ans. Mais pourquoi y a-t-il tant d'hélium-3 sur la Lune et quasiment pas sur notre planète? Eh bien parce que l'hélium-3 provient du Soleil et voyage avec les vents solaires. Les vents solaires sont en gros des flots de particules dangereuses. Ils sont extrêmement radioactifs. L'atmosphère dense de la Terre et son champ magnétique nous servent de bouclier. Ils nous protègent presque entièrement de ces particules. Mais, malheureusement, ils empêchent aussi les éléments bénéfiques, comme l'hélium-3, d'atteindre notre planète. De leur côté, les boucliers de la Lune sont extrêmement minces et elle est donc constamment exposée aux vents solaires. Voilà pourquoi l'hélium-3 s'y est accumulé au cours des derniers milliards d'années. Et maintenant, il s'y trouve simplement dispersé. Mais l'extraire et le ramener sur Terre n'est pas une mince affaire. C'est extrêmement coûteux. Songez-y. Les fusées ont besoin de tonnes et de tonnes de carburant pour échapper à l'attraction gravitationnelle. Le moindre boulon de la navette doit être conçu pour résister à des conditions extrêmes, comme les radiations, sans parler du fait qu'il vous faut une équipe de spécialistes en astronautique travaillant jour et nuit pour que rien ne tourne mal. Vous ne pouvez pas appeler un dépanneur si quelque chose tombe en panne sur la Lune. Envoyer une cargaison d'1 demi-kilo vers notre satellite coûte environ $1 demi-million. Ce sont là les estimations de la NASA. Pour se faire une idée, calculons combien coûterait d'envoyer une pomme sur la Lune. Une pomme typique pèse environ 180 grammes. Cette mission amusante coûterait donc au moins $200 000. À titre de comparaison, ce système de lancement chinois pèse environ 80 tonnes. Un autre problème est que la surface lunaire n'est pas de tout repos pour les équipements. Prenez par exemple cette étrange poussière lunaire. Vous vous souvenez peut-être de cet événement marquant des années 60, l'alunissage d'Apollo 11. Eh bien, lorsque les astronautes de cette mission sont rentrés sur Terre, ils souffraient de symptômes étranges. Ils avaient de la gorge irritée et les yeux qui pleuraient. Heureusement, il ne s'agissait pas d'une inquiétante maladie lunaire. Il s'avère qu'il y avait beaucoup de poussière accrochée à leur combinaison spatiale. Cette poussière semble inoffensive, mais elle est en réalité composée de particules très abrasives, bien plus petites qu'un cheveu humain, mais aussi coupantes que du verre. Elle contient du silicate, une substance qui peut causer de graves problèmes pulmonaires sur Terre. C'est un souci courant pour les mineurs. Cela a donc provoqué un rhume des foins lunaires. Du moins, c'est ainsi que l'astronaute de la NASA Harrison Schmitt en a parlé. Les 12 astronautes qui ont marché sur la Lune ont souffert d'éternuements et de congestion nasale. Parfois, il fallait plusieurs jours pour que cela disparaisse. La poussière s'infiltrait même dans leur navette, dégageant une odeur de poudre à canon. Cette substance peut être nocive tant pour les humains que pour l'équipement. Elle a endommagé les bottes des combinaisons
et même détruit les joints des conteneurs utilisés pour rapporter des échantillons lors des missions Apollo. Comme nous l'avons mentionné, ces particules sont coupantes et dentelées. Elles rayennent, broient et abîment toutes les surfaces avec lesquelles elles entrent en contact, peu importe que ce soit du métal, du verre ou de la matière organique. Et comme il y en a tellement de cette poussière, cela entraîne un dysfonctionnement et une défaillance rapide des équipements. Et ce n'est là qu'un des nombreux obstacles possibles pour les missions lunaires. Les scientifiques doivent donc trouver des idées originales afin de pouvoir mettre la main sur cet hélium-3 si précieux. Le projet de ces scientifiques chinois ressemble à une étrange invention de science-fiction. Mais c'est un moyen rentable de transporter des matériaux jusqu'à la Terre. Il pourrait y avoir des envois 2 fois par jour, et cela coûterait 90% moins cher que les méthodes actuelles. Comme cet outil ne nécessite que de l'électricité et pas de carburant, il serait relativement petit et facile à installer. Outre cet hélium-3 tant convoité, cette catapulte contribuerait également à faire progresser les technologies d'exploitation minière spatiale et des lanceurs lourds. Aucune poussière lunaire ne fait peur à cet engin. Il devrait durer au moins 20 ans. Pour le transporter sur la Lune, l'idée est d'utiliser une fusée chinoise spécialement conçue. Mais tout cela est loin d'être nouveau. Il y existe un roman intitulé « Révolte sur la Lune » de Robert A. Heinlein. Dans cette histoire, une colonie lunaire utilise une catapulte électromagnétique pour envoyer du blé et de la glace d'eau vers la Terre. Les choses deviennent assez sauvages lorsque les colons, les habitants de la Lune, réussissent à prendre le contrôle de cette catapulte. Ils menacent de lancer des rochers sur la Terre, à moins que leur colonie ne soit reconnue comme un monde indépendant. Cela semble plutôt drôle, mais un gros rocher, lancé sur nous depuis la Lune, pourrait anéantir toute une ville. Les dégâts seraient fois similaires à ceux d'un impact de météorite, avec des incendies, des maisons détruites, et pire encore. Mais les scientifiques discutent de cette idée de catapulte depuis un certain temps. Depuis des décennies, ils essaient de trouver un moyen d'utiliser des systèmes électromagnétiques pour envoyer des ressources de la Lune à la Terre. Car il existe quelques défis. Par exemple, les scientifiques ont oublié de mentionner comment exactement l'hélium-3 serait extrait du sol lunaire. Installer ce système de lancement sur la surface rugueuse de la Lune serait également difficile. De plus, il leur faudrait s'assurer que le système reste stable à haute vitesse et qu'il puisse résister aux changements extrêmes de température sur la Lune, ainsi qu'aux rayons cosmiques et à l'intense rayonnement solaire. Il faut donc du temps pour développer tout cela. La Chine espère avoir les composants clés du système d'ici 2030. Les opérations à grande échelle pourraient commencer d'ici 2045. La Chine a tout un tas de projets pour la Lune. Par exemple, ils souhaitent également construire une station de recherche à son pôle sud d'ici à 2035. Mais ce pays n'est pas seul dans cette course à l'espace. Étant donné qu'entre-temps, la NASA prévoit d'envoyer des humains sur Mars, les années 2030 risquent d'être une décennie passionnante pour l'exploration spatiale. Il y a aussi une start-up américaine qui évoque déjà le concept d'économie lunaire. La NASA prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune et d'y établir une colonie permanente dans une décennie ou deux. L'un des objectifs de cette colonie sera de stimuler la croissance économique et de créer de nouveaux emplois. La plupart concerneront probablement des activités minières. Et s'il devait y avoir 2 colonies spatiales, eh bien, il leur faudra trouver à s'entendre. Certains lieux ne semblent pas importants jusqu'à ce que le monde réalise qu'ils détiennent les clés de l'avenir. C'est le cas de l'Arctique canadien. Pendant la majeure partie de l'histoire, il n'y avait là que de la glace, de la neige, des rochers, des caribous et encore plus de glace. Mais maintenant, la région est sur le point de devenir l'une des plus importantes de la planète et pourrait faire du Canada une superpuissance mondiale. Pourquoi ? Parce qu'elle recèle de minéraux dont on a besoin pour les véhicules électriques, les satellites et les systèmes de missiles, et la demande explose. Il ne s'agit toutefois pas simplement d'extraction et de ressources. Il s'agit aussi de contrôle. Actuellement, la Chine a une avance considérable car elle raffine plus de 90% des terres rares mondiales. Cela signifie que si vous voulez lancer un satellite, fabriquer des appareils électroniques avancés ou même simplement maintenir l'éclairage de votre maison intelligente, il y a de fortes chances que vous dépendiez de la Chine. Et cela rend la plupart des grandes puissances mondiales très nerveuses. Parce qu'au moment où tout devient électrique, personne ne veut dépendre de son principal rival géopolitique. Ainsi, la course internationale aux technologies propres a officiellement démarré. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, tous sont en compétition. Cependant, les dernières technologies et un potentiel inexploité pourraient donner au Canada un bel avantage.
Le Canada possède ces minéraux depuis des décennies, mais en raison des prix bas, du terrain difficile et de l'absence d'une véritable ruée mondiale, personne n'y a encore vraiment touché. Cependant, Ottawa s'est enfin décidé à passer à l'action. En 2022, le Canada a lancé sa stratégie sur les minéraux critiques, avec des milliards en financement et des avantages fiscaux pour inciter les entreprises à aller creuser. Il projette également de construire les routes, les ports et les lignes électriques nécessaires pour accéder à ces gisements reculés du Grand Nord. Le Canada produit déjà plus de 60 minéraux et métaux, mais 31 d'entre eux sont désormais considérés comme critiques. 6 d'entre eux reçoivent un traitement de faveur. Le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et les terres rares. Mais déterrer ces trésors n'est que la première étape. Le vrai plan? Garder tout ça sur place, transformer ces richesses glacées en batteries flambant neuves sur les lieux mêmes de l'extraction. Cela signifie qu'ils construiront non seulement des mines, mais aussi des raffineries, des centres de traitement et des usines de haute technologie, dans un lieu où il n'y avait jusque-là que des congères et du silence. Alors que d'autres en discutent encore, le Canada s'affaire à bâtir des routes et à tendre des lignes électriques. Lentement mais sûrement, il transforme les champs de neige en des terrains de jeu high-tech. Accéder à tous ces trésors enfouis était autrefois presque impossible. Après tout, nous parlons de terres reculées où aucune voie n'a jamais abouché. Le sol est gelé en profondeur pendant la majeure partie de l'année. Et même si vous trouviez quelque chose de précieux, le transporteur était un véritable cauchemar logistique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le Canada a un atout dans sa manche, l'IA. Je ne sais pas ce que vous en faites, mais moi, je l'utilise principalement pour créer des mèmes et de la musique. Et les géologues, ils scannent l'Arctique au rayon X comme si c'était Minecraft. Au lieu de forer à l'aveugle, ils utilisent des échantillons de carottes datant de plusieurs décennies, les analysent avec l'IA et obtiennent des prévisions étonnamment précises sur ce qui se trouve sous la surface. C'est comme passer d'une carte au trésor de vieux pirates à un GPS qui vous indique où creuser exactement. Des entreprises comme Geologica AI et Cobalt Metals sont déjà au travail. Elles intègrent ces données dans l'IA afin d'obtenir la localisation précise du nickel, du cobalt et des terres rares. Dans les territoires du Nord-Ouest, le Canada dirige un laboratoire pilote qui utilise l'IA et la numérisation pour réanalyser des échantillons de roches datant de plusieurs décennies. L'objectif est de repérer des gisements minéraux cachés que les méthodes anciennes auraient pu manquer. Et ce sans creuser un seul nouveau trou. Tout cela a l'air plutôt génial, mais j'ai peut-être présenté les choses de manière un peu trop simplette. Creuser dans l'Arctique est une immense galère logistique. Pour commencer, il ne s'agit pas seulement d'un coin reculé. L'Arctique canadien est immense. Il représente presque la moitié du pays, s'étendant sur le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Nous parlons d'une région plus grande que l'Inde, mais avec moins d'habitants qu'une petite ville. La plus grande partie est constituée de pergélisol, de terres sauvages et d'îles complètement glacées disséminées à travers tout l'archipel. Les températures vont de 10 degrés seulement en été à moins 40 ou même moins, avec un sol qui reste gelé presque toute l'année. Fait amusant. Saviez-vous que moins 40 degrés Celsius est l'équivalent de moins 40 degrés Fahrenheit? C'est la seule température où les deux systèmes se croisent. Ils possèdent chacun leur rythme et ne se rencontrent que quand il fait suffisamment froid. Voilà, c'était pour les passionnés de la météo, dont je fais partie. On ne peut donc pas simplement débarquer en camion et commencer les travaux en Arctique. Là-bas, les routes s'arrêtent. Vous voulez construire quelque chose? Cela vous prendra des années, et un hiver rigoureux peut tout mettre en suspens. Et si vous voulez continuer vers le nord, il vous faudra plus de tout. Encore plus de nourriture, plus de carburant, plus de machines, ce qui signifie encore plus d'argent. Et à propos d'argent, un autre fait glaçant est le coût d'une telle opération. L'exploitation minière dans l'extrême nord est bien plus chère qu'en Australie ou au Chili par exemple. Une IA pourra vous indiquer où se trouvent les minéraux, mais il faut encore que des gens et de grosses machines aillent creuser. Et cela coûte une fortune. Et ce n'est pas tout. La majeure partie du nord canadien est un territoire autochtone. Les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis y vivent depuis des milliers d'années. Et les zones riches en minéraux se trouvent souvent directement sur leurs terres ancestrales. Donc, lorsque le Canada parle de débloquer l'Arctique, il ne s'agit pas seulement de routes et de robots. C'est aussi une question de partenariat et de collaboration. Les autorités ne peuvent pas simplement faire ce qu'elles veulent. Légalement, ces projets nécessitent la consultation et le consentement des peuples autochtones. La bonne nouvelle. Certaines communautés ne se contentent pas de collaborer, elles ouvrent sur la voie. Dans des régions comme le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest, des sociétés autochtones et des puissances mondiales façonnent déjà le développement.
Si le Canada veut réussir, il aura besoin de bien plus que d'une technologie de pointe et de gros investissements. Il lui faudra aussi la confiance. Donc, avec tout cela à l'esprit, le Canada peut-il y parvenir? Honnêtement, avec les avancées technologiques et les partenariats, cela ne semble pas impossible. Car le Canada ne se contente pas de faire telle ou telle chose très bien. Il assure sur tous les tableaux en même temps. Résumons. Ressources cachées? Oui. Nouvelle stratégie? En place. Gros financement? Approuvé. Outils d'IA? Déployés? Partenariat avec les autochtones? En cours? Infrastructure? Déjà en chantier. C'est une boule de neige qui se transforme en avalanche. L'exploration stimule l'investissement. L'investissement accélère les routes. Les routes ouvrent plus de gisements. Plus de gisements attirent plus d'usines. C'est un cercle vertueux, et s'ils continuent à l'alimenter, toute l'opération dans l'Arctique pourrait passer d'une simple idée à un véritable empire en un temps record. L'expression « actif gelé » prendra alors un tout nouveau sens. Mais cela ne profite pas seulement au Canada. Cela pourrait également épargner aux États-Unis de nombreux problèmes. Si tout se déroule comme prévu, les États-Unis n'auront pas besoin de commander des terres rares à l'autre bout de la planète. Ils pourront simplement regarder vers le nord, saluer les caribous et obtenir ce dont ils ont besoin de leur voisin le plus proche. C'est pourquoi les États-Unis soutiennent publiquement cet effort, avec un appui logistique et des financements permettant de construire une chaîne d'approvisionnement nord-américaine de confiance. Pour le Canada, cela pourrait être l'occasion de passer de simples fournisseurs de matières premières au statut d'acteurs de premier plan dans l'économie des technologies propres. Pour les États-Unis, c'est un peu comme s'ils découvraient que leur voisin a secrètement construit une usine de batterie dans son arrière-cour au moment où ils cherchent justement à construire des véhicules électriques. Et globalement, eh bien, l'abondance de ressources tend à faire baisser les prix. Et c'est toujours une bonne chose pour nous autres gens ordinaires. Du cobalt, du nickel et du lithium moins cher signifie des batteries moins chères. Et des batteries moins chères signifient des véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie, des téléphones, des ordinateurs portables, tout ça plus abordable. Maintenant, ne vous emballez pas trop vite. Comme nous l'avons dit, l'exploitation minière dans l'Arctique n'est pas bon marché. Mais en théorie, une fois que le moteur de la technologie propre du Canada sera pleinement opérationnel, une offre plus importante et des chaînes d'approvisionnement plus courtes devraient progressivement réduire les coûts. Et ce n'est pas seulement une question de prix, il s'agit aussi de stabilité. Actuellement, si un pays réduit ses exportations ou est pris dans des enjeux politiques, tous ceux qui dépendent de lui sont déstabilisés. Mais avec le Canada intervenant comme un fournisseur fiable, le système mondial pourrait bénéficier d'un peu plus de marge de manœuvre. Les fabricants pourront cesser de s'inquiéter des points de défaillance uniques et commencer à construire avec plus de confiance.